Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Notre présentation sera sur la création d'une série de webtoons dans Clip Studio Paint et sera présentée par Olivier Viravong. Avant de commencer la présentation, voici quelques informations concernant notre webinaire. Le webinaire durera 1 heure. Les panélistes seront les seuls qui peuvent utiliser leur microphone. La session de questions et réponses aura lieu pendant les 15 dernières minutes du webinaire. Les participants peuvent poser des questions dans la zone de questions sur GoToWebinar immédiatement. Nous allons essayer de répondre à toutes les questions, mais notre temps est limité. Le webinaire sera enregistré en vidéo. L'enregistrement vidéo sera partagé sur les réseaux sociaux et par email. Les panélistes sont Taïm Niaz, moi-même, Mario Quinones, Olivier Viravong, votre présentateur. Pour ceux qui ne connaissent pas notre logiciel de création, Clip Studio Paint est la meilleure solution pour les illustrations, bande dessinée, manga et animation. Consultez notre site web ci-dessous où vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Clip Studio Paint. Maintenant, j'aimerais qu'Olivier prenne contrôle de la session où il discutera la création d'une série webtoon dans Clip Studio Paint. Ok. Bonjour tout le monde, merci d'être présent. Je m'appelle Olivier et sur Internet, je m'appelle Nixus. Je tiens d'abord à remercier Clip Studio Paint, Graphicsly et Wacom pour cette opportunité. Et aujourd'hui, on va essayer de présenter un peu l'ensemble de la création d'un webtoon de manière assez générale. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. Oui, Ok. on peut le voir. Ah, désolé. Et donc, pour faire un peu mon parcours, j'ai commencé à dessiner en 2010 à peu près. Et à l'époque, j'avais à peu près 18 ans et je tournais un peu en rond, j'étais pas assez fort, enfin, j'étais pas très bien à l'école et pour moi, le dessin, c'était pas forcément, ma vocation première, mais j'ai commencé à développer à l'époque, une certaine attirance avec, ce médium-là, parce que j'aimais raconter des histoires. Donc du coup, pour moi, le fait que je dessine de la BD aujourd'hui, c'était pas forcément parce que j'aimais le dessin, mais plus parce que j'aimais, raconter des histoires. Donc, en 2014, j'ai sorti mon premier one-shot. Donc, ça ressemble à ça. Donc, c'était après 4 ans d'expérience de dessin qui m'a permis justement de développer un peu mon sens graphique, mon style, etc. Dans la même année, donc c'était en 2014, j'ai sorti une autre BD. Donc, c'était pour le concours Kiyun, d'un éditeur français, sous le thème de la vengeance. Et enfin, à peu près vers 2015-2016, j'ai découvert le webtoon et j'ai décidé de me lancer dedans. À l'époque, le webtoon, c'était pas forcément un format qui était popularisé. Aujourd'hui, voilà, webtoon est hyper connu, mais à l'époque, avoir par exemple 1000 lecteurs, c'était déjà énorme. Et voilà, je voulais me tester un peu dans ce format-là. Et c'était en 2016. Et c'était un peu là où j'ai rencontré un peu mes premiers obstacles en tant qu'artiste. Et ça rejoint un peu le point de départ pour cette présentation, où j'invite les gens, avant de commencer le webtoon, de se poser les bonnes questions si, si le webtoon est vraiment fait pour vous, si vous êtes prêt à justement à vous investir en termes de temps et financier, physique, etc. Parce que voilà, si vous vous lancez dans le webtoon un peu à tête perdue, sans objectif, vous allez peut-être vous retrouver un peu comme moi, où quand j'ai posté justement cette BD-là qui s'appelle Whisperer, il y a eu un certain succès, mais j'ai réalisé que en termes graphiques ou en termes écriture, j'étais pas forcément à niveau. Au niveau de la compétition, je sentais que j'avais des lacunes, que ce soit en termes graphiques ou d'écriture. Et
j'avais beaucoup de doutes, je me suis beaucoup remis en question et ça m'a pris peut-être, ça m'a paralysé pendant des années de 2016 à 2018. Donc c'est assez récent et ce qui m'a permis justement de rebondir un peu, c'est de me poser la question pourquoi je voulais dessiner, pourquoi je voulais, me lancer dans le webtoon et pour moi, voilà, c'était pour trouver une certaine stabilité, professionnelle et cetera et à cette époque-là, quand je m'étais lancé dans Whisperer, j'avais pas cette vision-là. Parce que quand quand vous vous posez justement la question pourquoi vous vous lancez dans Webtoon, selon la réponse, ça va affecter vos choix créatifs. Donc par exemple, si vous êtes dans l'optique de vous lancer dans le Webtoon pour toucher les éditeurs, vous n'allez pas créer une œuvre qui est personnelle, mais plutôt une œuvre commerciale qui va répondre aux attentes des éditeurs. On parle justement d'études de marché, voir ce qui plaît dans le webtoon aujourd'hui, le type d'audience, la tranche d'âge, le type de genre, le type d'histoire, ce qui va affecter aussi le design des personnages, le design de l'univers, etc. Donc, c'est des choses qui pèsent dans la balance et si vous vous jetez un peu à tête perdue dans l'aventure, vous pouvez vous retrouver un peu déçu au bout de peut-être 6 ans de production et réaliser que les éditeurs ne veulent pas de toi parce que voilà, l'œuvre que vous avez proposée ne rentre pas forcément dans leur identité. Donc c'est des choses à répondre et ce qui permet justement d'éviter les petits pièges. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse avant de justement parler de la création pure du webtoon. Euh, Quand on commence webtoon, la première question forcément c'est comment écrire une histoire, comment trouver l'histoire, comment la développer. J'ai trouvé une technique récemment qui est assez efficace, c'est la technique du logline. Le logline, en gros, c'est ce qui est utilisé au cinéma, qui permet en fait, c'est une phrase d'accroche qui va vendre un peu votre histoire, ça va couvrir un peu votre histoire dans son ensemble, et ça va permettre aux éditeurs, mais aussi aux lecteurs, d'avoir une bonne vision de l'identité et de l'expérience que va offrir votre œuvre. Là, je vais prendre en exemple le webtoon Bâtard, qui est en français aujourd'hui. C'est une œuvre classique, il me semble. Et en termes de construction de l'histoire, c'est assez simple et efficace. Donc, c'est pour ça que je le prends en exemple aujourd'hui. Donc, pour créer votre logline, il y a 5 éléments à prendre en compte. On parle de personnage principal, d'antagoniste, de concept, de risque et d'objectif. Avec ces 5 éléments-là, vous pouvez avoir un début d'idée qui sera solide et qui va vous aider justement à mettre en place votre histoire, pouvoir scripter de A à Z un peu votre histoire. Donc pour avoir justement ces 5 éléments-là, on va on va essayer de trouver ces 5 éléments avec ce que j'appelle la clé maîtresse, qui est le thème. Avec un thème et un message, vous allez pouvoir justement trouver ces éléments-là. Pourquoi je parle du thème? C'est parce que quand vous allez commencer à étudier des films, des séries, des animés, etc., vous allez réaliser que tous les choix de personnages, que ce soit dans les archétypes, dans les développements des persos, ou même dans les intrigues, tout découle du même thème et ça va aider justement à servir ce propos-là. Donc, pour Bâtard, le thème du webtoon, c'est l'adolescence. Donc, on revient un peu sur ce que j'ai abordé tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était conscient par l'auteur, mais l'audience webtoon est assez jeune. C'est des étudiants, c'est des adolescents. Donc, naturellement, l'auteur a choisi d'aborder des thèmes qui sont propres à l'adolescence. Et vous allez voir que ça va servir justement à trouver les 5 éléments. Donc, pour trouver le personnage principal à partir du thème, le but, c'est de trouver un personnage qui sera le plus à même de porter ce thème-là de manière la plus efficace et claire. Donc là, pour ce webtoon-là, il a choisi ce personnage-là, qui est un personnage qui est soumis à la société, qui est assez faible, qui se recherche un peu sa place dans la société, et dans l'antagoniste, qui est un peu l'opposé du personnage, qui est le père, qui est un personnage autoritaire, assez strict, assez ferme, qui contrôle son fils. Donc directement là, vous avez une dynamique assez intéressante, mais il manque un peu
ce côté qui va rendre un peu original votre histoire. Donc c'est pour ça qu'on parle de concept. Donc c'est le troisième élément qu'on a besoin pour rendre un peu original l'histoire. Pour Bâtard, justement, l'auteur tape un peu dans, dans le genre horreur. Et donc forcément, il a pensé à un père qui est meurtrier et un fils complice. Donc tout de suite, vous avez une sous-couche de lecture où le père, c'est un personnage ignoble, qui est immoral, et le héros qui participe justement dans ces actes criminels, mais le fait à contre-cœur. Donc il y a un sentiment de volonté de vouloir contrôler sa propre vie, de se ranger dans le bon côté de la société. Donc naturellement, vous avez quand même une dynamique un peu plus intéressante que si le concept n'existait pas. Donc, pour vous donner d'autres exemples de concepts, je vais parler par exemple de Godzilla et Akira, avec Tombeau des Lucioles. C'est trois films qui paraissent différents, mais ils sont similaires dans leur thème. Vous allez voir que dans l'exécution, c'est très différent. Par exemple, dans Godzilla, l'original, ils vont utiliser le thème justement de la Seconde Guerre mondiale avec l'effet de la guerre nucléaire pour justement symboliser et personnifier justement la puissance du nucléaire en créant justement le monstre qui est Godzilla. Donc il va terroriser un peu le peuple japonais, etc. À la différence de Akira, où pour montrer justement ce côté puissant du nucléaire, au lieu de personnifier avec un truc physique, ils vont rendre ça comme un pouvoir psychique utilisé par des enfants. Donc ça fait un parallèle avec la réalité où l'être humain utilise justement le nucléaire de manière un peu naïve et qui a un résultat un peu plus un peu catastrophique. Là où justement avec Tombeau des Lucioles, ils ont pris une approche un peu plus terre à terre, réaliste, où au lieu de venir glorifier la puissance militaire, que ce soit japonaise ou américaine, ils ont pris un point de vue très humain, très intime, avec le point de vue des enfants. Donc du coup, ces trois éléments-là que vous voyez ici, avec Godzilla, Akira et Tombeau des Lucioles, sont des concepts différents, mais un thème similaire. D'où l'importance de rajouter un concept pour trouver justement l'identité de votre œuvre. Mais voilà, ces éléments-là ne suffisent pas. Vous avez besoin aussi, il vous manque l'objectif et le risque. Donc, c'est les deux derniers éléments pour votre histoire. Pourquoi un objectif? Parce qu'un objectif va vous permettre d'avoir une certaine direction dans votre histoire. Vous avez sûrement des idées d'exemples, de trilogies ou même de films qui partent un peu à droite, à gauche sans savoir vraiment où aller dans l'histoire. C'est parce que voilà, dans le logline de base, l'objectif n'était pas clair. Pour donner un exemple, par exemple, la dernière trilogie de Star Wars, elle est un peu hasardeuse parce que la direction, l'objectif des personnages ne sont pas assez clairs comparé à, par exemple, aux deux premières trilogies où là, la direction est plus claire et justement l'expérience elle est beaucoup plus agréable. Donc voilà, la saga Star Wars est assez sympa pour justement étudier cet aspect-là de l'écriture. Donc c'est pour ça que vous avez besoin d'un objectif assez fort pour votre personnage. Et enfin, vous avez besoin du risque. Pourquoi le risque? Parce que ça va permettre de rajouter du poids dans les actions entreprises par votre héros. Ça va permettre au lecteur d'être plus engagé dans cette histoire-là. Pour faire un parallèle avec la réalité, ça explique pourquoi les success stories sont populaires. C'est parce que c'est plus intéressant d'écouter l'histoire d'un mec qui a connu la misère et qui a aujourd'hui trouvé le succès plutôt qu'un enfant riche qui a grandi dans le privilège et dans le confort et qui devient riche encore plus, quoi. Donc c'est plus sympa d'écouter le parcours de l'autre individu parce que de manière évidente, on reconnaît les obstacles, on reconnaît les risques encourus et ça donne un peu plus de poids sur, son parcours, tout simplement. Donc pour Bata, pour en revenir au webtoon, l'auteur a symbolisé ça avec le personnage secondaire qui est la fille, qui est le premier amour du héros. Donc, encore une fois, ça fait un écho direct avec le thème de l'histoire qui est l'adolescence.
Et ce personnage-là va justement représenter l'objectif du héros, donc ça va le pousser à vouloir devenir plus fort, mais aussi le risque parce qu'elle est prise pour cible par le père, et du coup, il va devoir la protéger. Euh, Avec ces 5 éléments-là, donc vous avez le héros, l'antagoniste, l'objectif, le risque, vous avez le logline qui devrait à peu près ressembler à ça. Donc vous avez un complice d'un père meurtrier, le héros doit devenir plus fort pour lui tenir tête et protéger sa bien-aimée, pris pour cible par le père. Évidemment, il faut, faut formuler ça de manière beaucoup plus élégante, mais vous avez l'idée. Et grâce justement à ce logline-là, euh, vous allez pouvoir commencer à structurer un peu votre histoire. Vous savez qu'au début, vous allez devoir établir le héros comme une personne assez faible, qui est écrasée par la société, qui se recherche en termes d'identité. Et à la fin de l'histoire, vous avez justement le clash ultime entre le père et le fils, où on va voir les réponses si oui ou non le héros réussit à surmonter ses peurs. Et enfin, vous avez justement le centre de l'histoire, où pour moi je trouve c'est peut-être le côté le plus difficile à écrire, qui va justement mettre en scène différents obstacles, qui va définir un peu le héros, si s'il est, il est toujours aussi faible, s'il a appris de ses erreurs, s'il change sa perception de la réalité, etc. Donc avec tout ça, vous avez justement un bon départ pour commencer à écrire et structurer votre histoire. Mais je ne vais pas trop parler de l'écriture parce que ça va demander énormément de temps. Je vais juste vous laisser avec 2 recommandations de livres qui sont assez sympas. Vous avez Anatomie du scénario de John Truby. C'est un livre assez robuste, mais il est ultra complet en termes d'écriture. Ça va couvrir différents éléments. Ça va vous prendre par la main au niveau de l'écriture de A à Z de votre histoire. Et en même temps, ça va vous donner les clés nécessaires pour rajouter de la tension, rajouter de la personnalité, rajouter de la profondeur. Et le deuxième livre, c'est Save the Cat de Blake Snyder. Je crois qu'il est disponible qu'en anglais, mais c'est un anglais assez accessible. Il a une approche plutôt grand public. Donc c'est une formule qui est utilisée par Hollywood tous les jours. C'est pour ça que le livre est un peu décrié, mais justement avec sa méthodologie, il passe pas par 4 chemins, il va vous prendre par la main encore une fois de A à Z pour structurer votre histoire. Et ce qui est bien, c'est justement, il y a une approche beaucoup plus commerciale, beaucoup plus grand public. Et c'est ce qu'on a besoin justement dans la création d'une histoire de webtoon, dans le but où on veut rechercher, on veut toucher un peu les éditeurs pour les attirer sur notre œuvre. Donc, du coup, avec les 2 livres, vous avez un bon mix entre une approche un peu plus personnelle, un peu plus profonde, et une approche un peu plus commerciale. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'écriture. J'ai essayé de couvrir, j'ai essayé de couvrir un peu la partie écriture rapidement parce que je pense que c'est une partie assez compliquée et assez longue. Mais je pense qu'on est là aussi pour voir le côté pratique du dessin. Donc pour la partie graphique, euh, aussi avant de passer à la partie graphique, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. J'essayerai de les répondre à la fin. Pour la partie graphique, une fois que vous avez justement le script complet, vous pouvez passer au storyboard. Donc le storyboard, pour moi, c'est la partie la plus importante dans la création d'un webtoon, pour la simple et bonne raison que c'est là où vous pouvez gérer justement la mise en page, la fluidité de lecture et justement la clarté de votre épisode. Donc, en termes généraux, quand vous faites votre storyboard, les gens vont vous conseiller de rester assez sommaire, d'essayer de ne pas trop détailler, mais j'essaie de prendre un peu à contre-courant tout ça, parce que comme j'ai dit plus tôt, la phase de storyboard est ultra cruciale, parce que c'est là où vous pouvez commencer à approcher justement la famille, vos potes, etc., pour avoir un premier retour sur la qualité de votre webtoon. Et justement, si vous avez des dessins un peu brouillons que personne ne comprend, voilà, vous n'aurez pas des retours assez pertinents. Et même d'un point de vue purement professionnel, quand vous allez connecter avec quand vous allez être en contact avec des éditeurs, voilà, il faut que l'éditeur puisse comprendre un peu ce que vous racontez. Donc,
Je pense qu'il y a un minimum d'investissement à faire dans le storyboard et essayer de faire un truc un peu plus détaillé pour un peu comprendre justement, comme vous voyez ici, la scène, avoir un sentiment de présence dans la séquence. Donc, n'hésitez pas à être un peu plus détaillé. Mais aussi, voilà, dans la BD, ce qui est important, c'est avant tout la clarté. J'ai un exemple ici du même auteur que Bâtard. C'était sur Sweet Home. Vous allez voir que au niveau de la clarté, quand on parle de clarté, finalement, c'est le sens de lecture du lecteur. Et en essayant justement de guider l'œil du lecteur, vous allez pouvoir justement instaurer de l'intensité, de la clarté, des zones où le lecteur peut respirer, justement vous pouvez baisser un peu le rythme, etc. Donc il y a certaines techniques qui sont intéressantes à utiliser. De manière générale, vous allez voir ici cet épisode-là. Donc c'est l'épisode 1, c'est pas un gros spoil non plus. Vous allez voir que au niveau de la lecture, je vous ai fait un petit schéma qui est comme ça. Voilà. Vous voyez ici qu'il y a un petit sentiment de zigzag et c'est vraiment ce qu'on recherche dans la mise en page d'un webtoon, que l'œil du lecteur puisse se balader un peu partout dans la mise en page. Donc voilà. Et ce qui est bien justement avec cet auteur-là, il a une approche assez cinématographique. Donc ces cases, ces mises en page sont proches du 16/9 où ils sont très horizontales, comme vous voyez ici. Donc du coup, c'est facile de tomber dans le piège d'avoir une mise en page assez monotone. Mais il va utiliser des techniques qui va justement casser cette monotonie et rajouter justement du dynamisme dans sa mise en page. Donc, on va dire la première technique assez simple, c'est justement jouer avec la disposition des bulles. D'où l'importance justement du storyboard, parce que vous avez la possibilité de agencer les bulles, agencer aussi les cases, etc. Donc vous voyez ici, avec les bulles, ça permet de justement diriger les cases de gauche à droite. Donc vous voyez ici, gauche, droite, au milieu, droite, gauche, etc. Mais ce n'est pas la seule technique. Vous avez ici, justement, dans cette scène-là, il utilise aussi la dimension des cases. Donc jusqu'ici, on n'a eu que des cases un peu horizontales et qui prend toute la place de la mise en page. Mais ici, il va venir casser un peu son style graphique pour justement créer des cases isolées pour ajouter un peu plus de dynamisme dans son approche. Donc vous allez voir que si vous étudiez justement tous les BD de cet auteur-là, il en abuse un peu de droite à gauche. Ouais. Mais là où je trouve qu'il est fort, c'est qu'il va aussi diriger l'œil du lecteur dans la composition même des cases. Donc c'est pas seulement au niveau de l'agencement des cases ou des bulles, c'est aussi dans le dessin. Donc, vous allez voir ici, par exemple, si on zoome un peu plus, là l'œil, j'en ai juste ça, 2 minutes, l'œil ici se dirige directement sur la droite parce que il y a justement les lignes de force qui vont venir créer de l'intérêt sur cette zone-là. Et en dessous, grâce justement à cet effet de flou et de clarté, l'œil se redirige sur la gauche. Et ainsi de suite, quand la prochaine case arrive, vous allez voir que l'arbre devient un peu plus flou et le personnage devient plus clair. Et naturellement, l'œil bouge sur la droite. Et donc, du coup, vous pouvez jouer là-dessus, sur la composition des cases pour diriger un peu l'œil de votre lecteur. Et si vous avez des notions un peu d'illustration, il y a énormément de techniques qui permettent justement de diriger un peu cet œil-là. Par exemple, vous pouvez jouer avec le contraste des valeurs. On parle de valeurs noir et blanc. Vous pouvez jouer avec la désaturation, saturation des couleurs. Vous pouvez jouer avec les palettes de couleurs, donc couleurs froides et couleurs chaudes. Et avec tout ça, justement, vous avez un langage en termes de BD qui est assez conséquent et qui vous permet justement d'être plus expressif, ajouter plus de variété dans l'expérience de votre lecteur. Donc voilà, c'était à peu près voilà, le point important au niveau du storyboard. C'est parce que voilà, comme le storyboard, on fait ça assez rapidement, c'est assez simple de jouer un peu sur la dynamique au niveau de la lecture. Donc rapidement, on va essayer de couvrir les outils qui sont assez sympas sur Clip Studio Paint pour
pour justement créer nos bulles. Quand vous allez ici, hein, sur la petite bulle, ou le raccourci T, vous avez sur la gauche en haut plusieurs types de bulles. En termes généraux, j'apprécie la classique ovale, tu vois, le rond. On peut faire énormément de bulles, c'est pas trop compliqué. Mais ce qui est bien avec Clip Studio Paint, c'est que ça va venir clipper justement le texte. Par exemple, quand vous choisissez les textes qui est en bas là sur le A, vous allez taper un texte rapidement et vous allez voir que sur le côté, sur la gestion des calques, le texte et les bulles sont associés dans le même calque. À la différence des autres logiciels où tout doit être fait séparément. Et en termes d'organisation, vous n'êtes pas là à naviguer à travers des dizaines de calques. Vous êtes là avec le même calque et voilà. En termes d'organisation, c'est pas mal. Donc ici, avec les bulles, vous avez les flèches des bulles aussi, donc vous pouvez rajouter. Appuyez sur Entrée, voilà, vous avez ça. Donc, vous avez plusieurs types de bulles. Donc si vous prenez la plume, vous pouvez aussi créer manuellement vos cases. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que quand vous venez ici, en sélectionnant l'objet, vous pouvez modifier ici l'aspect de vos bulles. Donc c'est assez sympa quand vous voulez donner une personnalité à vos bulles. Par exemple, s'il y a un monstre qui parle, vous pouvez modifier un peu la rondeur de cette bulle pour donner un aspect plus étrange. Donc voilà, ça c'était un peu pour les dialogues. Il n'y a pas de magie, hein, c'est assez simple. Pareil pour justement les cases. Quand vous allez ici, sur cet outil-là, bordure de cadre, vous pouvez isoler vos cases comme ceci. Et sur le côté, comme vous voyez, ça va créer un dossier propre à lui. Quand vous allez venir dessiner, vous allez pouvoir dessiner tranquillement sans vous soucier de dépasser les cases. Donc voilà, c'est un outil assez sympa. Donc ça, c'est la première case. Si on prend une autre ici en bas, vous pouvez rajouter là, tac. C'est la même chose. Un nouveau calque, enfin un nouveau dossier plutôt, et vous pouvez dessiner tranquillement. Donc voilà. Mais personnellement, voilà, d'un point de vue purement flexibilité, j'utilise pas cette approche-là parce que là, vous voyez la résolution de storyboard là, c'est à base de 800 à quasiment 10 000. Et 800, c'est pas énorme en termes de résolution, donc vous allez devoir dessiner en basse résolution et en termes de qualité visuelle, c'est pas très beau. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est simplement copier-coller mes cases et travailler séparément sur un fichier séparé. Et justement, revenir les redimensionner pour que ce soit un peu plus grand. Donc voilà, ça c'est pour la partie storyboard. Et une fois que vous avez le storyboard fait, vous pouvez commencer à ancrer. Donc l'ancrage, ça va pas prendre énormément de temps en termes de théorie ou même de pratique. Pour moi, il y a une observation que j'ai vue, c'est qu'il y a une certaine dualité entre ancrage et mise en couleur. Là, quand vous avez une mise en couleur qui est assez chargée, donc vous avez un traitement d'ombre, de lumière et d'ambiance qui sont assez chargés, en termes généraux, il vaut mieux privilégier un ancrage qui soit léger. Pour la simple et bonne raison que si vous avez un ancrage chargé, donc quand je parle d'ancrage chargé, c'est par exemple les BD américaines des années 2000, par exemple, où les ancrages, vous avez des grosses couches d'encre pour représenter justement les ombres, la direction de la lumière, etc. Et en plus de ça, ils ont un traitement de couleur assez chargé aussi, et il y a un sentiment d'overdose. Et quand vos lecteurs justement lisent des épisodes et des épisodes à la suite, ça peut vite créer un sentiment d'overdose, tout simplement. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est essayer de trouver un équilibre. Donc là, par exemple, ici, vous voyez, si j'enlève mes aplats, tac, 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 vous voyez que mon ancrage, il est assez simple, il n'y a pas de variété, on va dire. Il y a minimum un peu de variété. Vous voyez que justement, au premier champ,
le trait il est un peu plus épais et en fond c'est un peu plus petit. Mais ce que j'aime bien faire, c'est justement voilà, garder mon ancrage assez simple pour avoir un traitement de couleur plus poussé. Mais voilà, si jamais vous voulez rajouter un peu plus de poids à votre ancrage, j'aime bien utiliser, j'aime bien ombrer plutôt les zones qu'on appelle les ombres d'occlusion. Donc les ombres d'occlusion, c'est un peu à la différence d'une ombre portée, donc une ombre créée par la lumière, c'est une ombre qui est créée avec la proximité de deux éléments. Donc vous pouvez faire un test vous-même aujourd'hui. Si vous rapprochez vos mains, vos deux mains, naturellement vous allez avoir une ombre qui se crée au milieu. Et ça, c'est ce que j'appelle l'ombre occlusion. Et c'est ce que j'essaie de reproduire dans mon ancrage. Donc par exemple ici, entre le haut et le pantalon, il y a une petite ombre naturelle qui se crée ici. Tac. Je vais mettre ça sur un autre calque pour vous montrer la différence. Bon, je fais ça assez rapidement. Hein. Donc le pantalon à la jambe, un peu ici, tac. Ici aussi. Là, la manche au bras. Et peut-être délimiter un peu le personnage de premier plan et le personnage derrière. Donc on va faire ça. Tac, 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 tac. Voilà. Et peut-être un peu sur le drapé. Voilà. Voilà, grossièrement, c'est un peu, on va dire, mon processus de pensée quand j'encre, c'est de représenter justement ces ombres d'occlusion. Et ça fait un peu, voilà, ça rajoute un peu de poids à mon ancrage. Et justement, quand on va venir rajouter les aplats et le shading, voilà, d'un point de vue purement personnel, j'apprécie mieux ces ancrages-là parce que c'est assez léger, c'est assez discret, mais en même temps, il y a un petit caractère qui en ressort. Et vous pouvez voir ça sur mes différentes cases. Hein. J'ai des exemples ici. Hop. Voilà. Par exemple, ici, c'est sur la manche, ici. C'est assez discret. Vous n'êtes pas obligé d'en abuser. Voilà, dans cette page-là, il y a simplement ici sur la manche. Et sur cette case-là, c'est un peu ici au niveau du cou, au niveau de la manche, encore une fois, entre les jambes et tout. Bon, voilà, c'est assez simple, mais ça apporte son petit caractère à votre page. Donc, pour l'ancrage, il y a aussi un outil qui est excellent dans Clip Studio Paint, qui va permettre justement de rajouter ces couches d'ombre de manière assez flexible. Sur le côté, vous voyez qu'il y a le calque de pixelisation. On va faire ici un trait pour vous donner un exemple. Et sur le côté, le calque vecteur. Donc, on va créer un calque vecteur. Si vous ne connaissez pas la différence, en gros, quand vous dessinez sur un calque de pixelisation, quand vous allez venir agrandir à fond le calque, vous allez avoir justement cet effet de flou, de mauvaise résolution, de mauvaise qualité, qui est, voilà, qui est un peu dégueulasse. Et avec le calque vecteur, justement, quand vous allez venir agrandir à fond, on va essayer de comparer les deux, vous allez voir que justement la qualité sur le calque vecteur, la qualité du trait, du tracé est beaucoup plus nette. Donc là où c'est puissant avec Clip Studio Paint, c'est qu'il va prendre les informations de vos tracés vecteurs. Donc on va faire des tracés rapidement. Voilà. Pour justement pouvoir modifier ces tracés à votre guise sans perdre de la qualité. Donc pour l'exemple, on va aller en bas, tout en bas, ici sur cet outil, juste en haut des deux palettes de couleurs. Normalement, de base, je crois que l'outil, c'est sous cette icône-là, donc une espèce de flèche avec un angle droit. Et quand vous cliquez dessus, ça va ouvrir cette fenêtre de corriger ligne là. En sélectionnant justement corriger la largeur de la ligne, vous pouvez justement ici augmenter la largeur. Donc pour vous donner un exemple, quand vous faites ça, vous allez pouvoir justement augmenter la largeur de vos lignes. De la même manière, si vous cliquez sur diminuer la largeur,
Tac. Vous venez ici diminuer la largeur. Donc, c'est assez intéressant parce que imaginez que vous avez un environnement qui est assez complexe. Donc, il y a plusieurs champs de perspective. Vous avez beaucoup d'éléments, beaucoup de détails. Avec ces techniques-là, vous pouvez justement venir grossir les traits de tous les éléments du premier plan et réduire les traits sur, en fond. Donc, c'est ce que j'ai utilisé. Là, bon, mes calques sont plus en calque vecteur, je les ai convertis en calque pixelisé. Mais quand vous regardez justement, comme je le disais tout à l'heure, sur mon premier plan, mes traits sont un peu plus épais, tandis que la montagne derrière est beaucoup plus légère. Donc c'est un gain de temps assez important parce que si jamais votre éditeur veut faire des changements rapides, au lieu de justement retracer, gommer, retracer, corriger, ou même justement redimensionner, rétrécir, etc., et perdre de la qualité dans le process, voilà, avec la puissance des calques vecteurs, c'est que vous n'allez pas perdre de la qualité, mais aussi vous avez la flexibilité de pouvoir corriger autant que vous voulez. Donc, pour l'ancrage, c'est à peu près ça. Il n'y a pas d'autres outils que j'utilise de manière courante. On va passer à l'aplat. Encore une fois, directement à l'aplat, il y a un outil assez puissant dans Clip Studio Paint. Et pour moi, c'était vraiment l'argument de vente de Clip Studio Paint. Voilà, depuis 10 ans, j'ai utilisé Photoshop. Et j'ai commencé à faire un peu ma transition avec, en 2018 à peu près, quand je voulais devenir un peu plus professionnel dans mon process. Et cette technique-là, c'était vraiment l'argument de vente parce que avant, à l'époque, sur Photoshop, j'utilisais à peu près une journée entière pour faire 2 cases. Et avec cette technique-là, je passais je passais de 2 cases par jour à 6 à 10 cases par jour. Donc c'est vraiment un gain de temps assez conséquent, surtout quand vous avez des deadlines, quand vous êtes sous pression, etc. Vous ne voulez pas perdre de temps. Donc ici, pour faire vos aplats, vous devez cliquer ici sur la petite icône ici, définir comme calque de référence. En venant appuyer ici, ça va signaler au logiciel que toutes les fonctions que vous allez utiliser, ça va réagir en fonction du calque de référence. Donc ici, le calque de référence, c'est l'ancrage. Et en dessous, ça va être notre aplat. On va aller sur le pot de peinture qui est ici, sur consulter d'autres calques. Et ici, dans le menu, je crois dans le menu standard, le référence multiple est désactivé, mais il faut l'activer justement, et sélectionner justement le calque de référence. Là où c'est puissant justement, vous allez voir, vous avez simplement à cliquer pour faire vos aplats. Et vous voyez que ici, le logiciel est assez intelligent pour comprendre que même s'il y a une ouverture ici, l'élément que vous souhaitez faire l'aplat, c'est vraiment ce rond-là, quoi. Donc même si c'est ouvert, vous voyez ici, le logiciel prend ça en compte. Là où par exemple, si j'étais sur un autre logiciel, la réaction du logiciel aurait dû être à peu près un truc comme ça, quoi. Donc voilà, c'est un gain de temps assez conséquent. Si vous utilisez justement les anciens logiciels, la technique d'aplat classique, c'est vraiment de venir faire le contour comme ça, prendre le pot de peinture, appuyer, et vous voyez qu'il y a une espèce de filigrane de vide qu'il va falloir justement combler, et venir derrière, justement gommer derrière pour nettoyer votre ancrage, votre aplat. Donc vous voyez, simplement ici, en faisant cette manipulation sur le même rond, j'ai passé déjà quelques secondes dessus, tandis que dans l'autre technique, c'est vraiment juste un clic, et hop, c'est fini. Donc vous imaginez bien, si vous avez beaucoup d'éléments à faire, par exemple des décors, des personnages, etc., ça va prendre du temps. Donc une fois que vous avez l'aplat, vous avez un rendu qui devrait ressembler à peu près à ça. On va passer à la finition, parce que après, au-delà, on va dire du storyboard, que ce soit ancrage, la mise en couleur ou même les effets un peu post-process, c'est vraiment que de la finition. Si vous arrivez justement à cette étape-là, vous avez fait le plus gros déjà.
Donc en termes de mise en couleur, le shading est assez simple. Oh, 2 minutes. Voilà. L'ancrage est ici, tac, tac. Voilà. En termes de shading, j'ai une approche assez simple parce que voilà, on veut essayer de gagner du temps et on va pas perdre du temps à faire du painting. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre mes calques en densité linéaire plus et le baisser ça à peu près à 25%, 20%, qui va me permettre justement de venir adoucir mes ombres. Donc du coup, densité linéaire plus, à différence d'un mode de produit ici, là, le produit, c'est que le densité linéaire plus va rajouter légèrement un poil de saturation et en termes de style, c'est un truc que j'apprécie. Donc là, juste en fonction de ce que j'ai fait ici, de manière générale, là la lumière vient un peu de derrière, il y a une petite ombre portée ici. Donc là, je fais un travail assez sommaire, hein, c'est pas, on va pas partir dans des gros délires de painting, mais dans de la BD, c'est largement suffisant. Et après, on nettoie un peu, tac. Mais en termes généraux, juste pour cette, on va dire cette composition, comme c'est un peu de nuit, je pense que si j'étais dans une situation assez réelle, j'aurais pas mis d'ombre, j'aurais plutôt mis l'éclairage. Donc là, pour l'ombre, j'utilise densité linéaire plus, mais pour l'ombre, j'utilise la densité couleur moins, qui est un peu l'inverse de ce que je viens d'utiliser. Donc je vais venir ici, justement, rajouter l'éclairage derrière. Et on va dire que artistiquement, je préfère rajouter un éclairage pour ce dessin plutôt qu'une ombre. Mais voilà, pour le propos, on va dire, de la BD, avoir un rendu comme ça, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de faire plus. Si vous voulez allouer plus de temps, c'est possible. Mais voilà, pour moi, c'est assez simple. Vous allez voir ici, par exemple, dans ces cases-là, pour revenir dessus, je vais attirer l'attention sur les calques. Vous voyez ici, par exemple, pour les ombres, encore une fois, c'est densité linéaire plus à 25%. Donc, la même chose que j'utilisais tout à l'heure. Pareil pour cette case-là. L'ombre, c'est celle-là. C'est pareil. Voilà, c'est assez subtil. De manière générale, vous n'êtes pas obligé de tout ancrer, tout. Enfin, pourquoi je pas. Non, vous n'êtes pas obligé de tout, tout traiter en termes d'ombre. Vous n'êtes pas obligé d'ombrer, par exemple, là, tout ce qui est main, etc. Vous n'êtes pas forcément obligé. Pareil pour ici, là. Ce qui est nécessaire, c'est vraiment vous concentrer sur l'intérêt de la composition. Donc ici, c'est le personnage. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt de rajouter du shading sur les arbres, les buissons, etc. Donc voilà, c'est à peu près tout sur mon process pour finaliser une composition. J'essaie de voir si j'ai manqué quelque chose. Non, voilà, ça c'est simple. Là, je vois qu'on arrive quand même à la fin de la présentation. Je vais vous rapidement couvrir un peu la mise en ligne si jamais vous n'avez jamais essayé de mettre en ligne un webtoon. Donc comment ça se passe? On va essayer de passer directement sur internet. Tac, hop. Voilà, le site Croppy est assez puissant parce que ça va venir découper justement vos storyboards, vos épisodes. Donc j'ai un épisode déjà de préparer. Je vais juste, le temps que ça charge, je le déplace ici, je sélectionne bien Line Webtoon pour que ça soit adapté. Comme vous avez vu tout à l'heure quand j'ai mis la résolution, c'était du 800 par 10 000 à peu près. Pour Webtoon, il faut du 700. La force de Croppy, justement, là vous avez l'adresse ici, ça va venir redimensionner tout seul. Ça va faire la découpe tout seul, etc. Vous n'avez rien à faire, juste à mettre en ligne votre épisode. Pendant que ça charge, on va essayer de publier cet épisode-là. Donc, normalement, si vous n'avez pas de série réalisée, on va appuyer sur créer une série. Vous êtes obligé de rajouter seulement la photo de profil de votre webtoon, rajouter un titre.
un genre et tout ça, on va faire ça rapidement, tac, et rajouter un résumé. Donc à la différence, justement, pour revenir vite fait au logline, le résumé elle est différent parce que le logline va justement spoiler un peu votre histoire. Le résumé va devoir attiser un peu la curiosité. Donc essayez de faire attention un peu à, à la manière que vous formulez votre résumé. Une fois que vous avez ça, vous faites cliquez ici, vous acceptez, vous faites créer une série. Là, juste pour l'exemple, je ne vais pas créer la série, mais normalement, une fois que vous avez créé, vous allez aller sur la partie épisode. Donc on va juste revenir pour rapidement. Hop. Oh mince. Voilà, vous allez sur ajouter des épisodes et vous aurez normalement ce menu là. Là, je viens de voir que j'ai reçu le truc de copie. Je vais juste récupérer ça. Donc, une fois que vous avez copie, normalement, vous aurez plusieurs images décomposées. Donc, si on revient sur copie, vous allez voir qu'ici, les images sont découpées naturellement et vous avez justement la composition verticale Webtoon classique. Vous avez simplement à mettre ça sur Webtoon. Hop, je déplace ça et vous avez l'importation. Bon, ça prend un peu de temps. En attendant, vous pouvez justement choisir la photo de profil de votre épisode. Je vous conseille de prendre une photo de profil tirée directement de votre épisode, justement pour teaser un peu le contenu. Vous avez le titre de l'épisode, tranquille. Et ce qui est bien là, c'est avant de publier, vous allez devoir appuyer sur, attendez, sur l'aperçu, PC ou mobile. J'appuie sur PC et vous allez voir que, voilà, par exemple ici, Webtoon a mal réagi à la découpe. Cette case-là devrait être arrivée à la fin, mais c'est pas grave. On voit que le Webtoon est bien découpé. Là, on revient justement ici, on peut déplacer pour remettre justement les pages en question à la fin. C'est un peu fastidieux de faire tout ça, mais voilà, il faut les déplacer un peu petit à petit. Tac. Voilà. Donc voilà, ça, vous avez un peu l'idée, vous avez juste à déplacer, c'est un peu, c'est un peu lent à tout déplacer, mais des fois, voilà, le Webtoon réagit un peu mal, il faut un peu prendre par les mains. Et vous allez voir que faut faire un peu pareil pour celui-là. Bon, on va juste supprimer celui-là. Et vous allez voir que dans la preview, dans l'aperçu, les cases ont été enlevées et ont été remis à leur place en bas. Donc voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la présentation. J'ai essayé de couvrir un peu de manière assez rapide et globale la création d'un Webtoon, que ce soit en termes d'écriture, d'état d'esprit ou même au niveau de l'ancrage, du storyboard et tout. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ok, merci beaucoup, Olivier. Notre première question, ça a été demandé beaucoup de fois, c'est pouvez-vous répéter le nom des livres, titres et Ah, auteurs, ok. si possible, qui a été cité au début du webinaire? Ok. Alors, le premier livre, c'est Anatomie du scénario de John Truby, donc John normal, et Truby, T-R-U-B-Y. Et le deuxième livre, c'est Save the Cat. Donc, en français, la traduction française, c'est Sauver le chat, et de Blake Snyder. Donc voilà, c'est pour les deux livres. Ah, Ok, et merci. si je peux rajouter un troisième livre, pardon, que j'ai oublié de conseiller, c'est plus en termes de BD, c'est Faire de la bande dessinée de Scott McCloud. C'est vraiment la Bible du BDiste. Voilà, tout simplement. Ok, merci. Peut-être s'il y aura du temps et après la présentation, si vous pouvez partager ces titres sur vos réseaux sociaux, surtout Ah oui, pas de Twitter, souci. si c'est possible. Pas de souci, ouais. Ok, merci. Ok, allons-y. On a ces questions ici. Comment éviter d'écrire une histoire trop cliché en répétant des éléments que l'on trouve trop souvent? Ok. De manière générale, on diabolise un peu les clichés, mais si vous écrivez justement pour Webtoon,
vous allez voir que beaucoup de webtoons utilisent les clichés pour raconter leurs histoires et ça fonctionne. On va dire que le standard n'est pas élevé, mais on va dire pour éviter, essayer de on parlait de concept justement tout à l'heure, essayez de trouver un concept qui vous évite un peu de tomber dans les clichés habituels dans le genre de votre histoire. Donc c'est vraiment penser à votre concept, prenez le temps, c'est pas un truc qui se fait en une journée. Essayez de penser un peu aux œuvres qui peuvent ressembler à votre webtoon, essayez de les étudier et trouver un autre angle possible pour raconter votre histoire. Donc voilà. Merci. L'autre question est-il conseillé de finir d'écrire son histoire entièrement avant de commencer à dessiner ou faut-il d'abord écrire les grandes lignes puis développer l'histoire au fur et en mesure? Ok. Je pense que c'est assez personnel. Les écrivains c'est comme des dessinateurs, ils ont leur propre approche. Mais de manière générale, par exemple pour moi, j'aime bien avoir un script bien complet, bien fini, parce que encore une fois, dans le processus de contacter les éditeurs, avant de les contacter, j'aimerais avoir un retour assez conséquent par rapport à mon histoire, que ce soit l'aspect graphique ou de l'écriture, et donc avoir justement une histoire bien écrite. Ça me permet de contacter justement mes amis, de la famille, etc., pour avoir un retour assez pertinent. Donc de manière générale, je préfère privilégier une histoire, une structure assez complète que les grandes lignes où on ne sait pas vraiment où se diriger. Ok, merci. Est-ce qu'on peut aborder la conception d'une page de webtoon comme on le ferait d'une BD japonaise ou franco-belge classique? Pour la convertir, c'est ça? Je pense que c'est plutôt euh, la mentalité Ah, ok. au lieu de convertir. Ok. Bah, simplement, dans l'approche du webtoon, le format est très différent. Quand vous prenez une BD franco-belge, comics ou manga, quand vous ouvrez une page, vous avez justement la double page qui vous permet justement d'avoir un aperçu d'ensemble de la scène. Et indirectement, vous être spoilé avec toutes les cases devant vous. Et à la différence d'un webtoon, où quand vous allez lire le webtoon, c'est vraiment une lecture case par case qui va vous permettre de justement jouer sur la tension, jouer sur le rythme, présenter uniquement les choses que vous voulez présenter à vos lecteurs. Tandis que dans un format classique, si vous voulez jouer un peu sur la surprise se joue un peu sur on appelle ça la tournure des pages. Quand vous tournez une page, vous allez justement être surpris. Il y a un auteur qui est assez fort là-dessus, qui s'appelle Junji Ito. Donc c'est un auteur mangaka d'horreur. Et justement, quand vous tournez les pages, il n'hésite pas à mettre des jumpscares. Là où, par exemple, dans un webtoon, le jumpscare, il est plus facile à aborder. Vous avez simplement à mettre un vide noir complet et à rajouter justement votre case horrifique, quoi. Donc, au niveau de la différence, c'est vraiment ça, pour moi, qui me saute aux yeux. C'est vraiment cette approche où webtoon, il y a une lecture vraiment case par case, scène par scène, où le lecteur va vraiment pouvoir se concentrer sur l'expérience, quoi. Ok, merci. En quelle dimension exportes-tu ta suite de cases pour Webtoon? Ok. Alors pour ça, c'est vraiment la même dimension que j'utilisais tout à l'heure sur le storyboard. Euh, Comme je disais tout à l'heure, j'aime bien séparer mes cases, je travaille séparément. Une fois que j'ai mes cases finies, là justement, si on prenait cette case-là, cette case elle est finie, je vais juste la compiler, tac, je fais juste un copier-coller et je vais venir justement simplement redimensionner. Je les redimensionne et une fois que j'ai toutes les cases bien agencées, bah, vous voyez ici que sur la résolution, ça reste pareil. C'est du 800 par 10 000, 9200. Et quand je le mets sur Croppy, Croppy va faire le travail tout seul. J'ai rien à faire, ça va le mettre sur une largeur de 700 à peu près 1200
Bah, vous voyez ici, si je peux switcher sur le moniteur. Voilà, ici, l'image doit être inférieure à 800 pixels de largeur et 1280. Donc en termes général, c'est pour ça qu'on a besoin de découper les pages, parce que quand vous avez justement la grande verticale, ça explose le compteur des 1280, d'où la puissance de Croppy qui va venir justement faire la découpe tout seul. Donc voilà, ça répond un peu à la question. OK, merci. Tu auras des brushes ou des brushes à conseiller Ouais. pour un shading assez léger, doux. Ah, bah, j'utilise une brosse que j'ai créée moi-même. Donc c'est une brosse ronde classique qui va justement venir. C'est assez doux, mais en même temps, c'est assez franc. Moi c'est ce que j'utilise. C'est un custom, mais je pense que vous pouvez recréer de la même manière si vous allez dans. Attends, il faut que je retrouve. Voilà, dans les brosses d'aquarelle, vous avez l'aquarelle lisse. À partir de là, vous allez appuyer sur la petite clé à molette. Et ici, vous pouvez justement venir personnaliser votre brosse pour avoir le rendu que vous souhaitez. Après, honnêtement, je ne suis pas super à l'aise au niveau du paramétrage. J'ai un peu paramétré par chance et je suis tombé un peu sur, sur les brosses que j'utilise aujourd'hui, quoi. Mais si vous me suivez sur les réseaux, je peux les partager et vous pouvez les télécharger tranquillement, quoi. Voilà. Oh, merci à faire ça. Et l'autre question, c'est si les calques vecteurs sont plus pratiques à utiliser et ont une meilleure qualité, quelle est l'utilité de les convertir en calques pixelisés? Ah, en fait, parfois, quand vous utilisez les calculs vecteurs, il aura des réactions un peu étranges que j'ai pas trouvé de solution à ces réactions-là. Et enfin, si la solution que j'ai trouvée, c'est justement de les convertir en calques pixelisés pour pouvoir justement euh, avoir le traitement que je souhaite. Par exemple, pour vous donner un exemple, est-ce que j'ai un truc vide? Voilà. J'ai créé le calque vecteur. Hop. Et en fait, par exemple, si vous voulez, par exemple, ajouter une couleur à cet ancrage-là, étrangement, quand vous allez rajouter comme ça, euh, bon, évidemment, en montrant ici, ça fonctionne, mais de temps en temps, ça va justement épater de cette manière-là. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'était de le reconvertir en calque pixelisé pour pas avoir de soucis comme ça, quoi. Donc voilà, c'était l'intérêt un peu de repasser en pixels. Ok, merci. Celui-là, c'était une longue question, mais on va essayer. Euh, que pensez-vous du concept d'un chapitre zéro qui présente rapidement au lecteur le logline en résumant l'univers, les personnages et l'action, tout en concluant par le pire scénario? Le héros échoue, par exemple, Jojo Ah, Bizarre Aventure par euh, Phantom Blood ou Star Wars, la prélogie, mais bien plus court que cela. euh, bah ça, c'est une approche assez personnelle, je pense. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Après, en termes général, je sais que les webtoons coréens de Corée, ils aiment bien justement utiliser un épisode zéro qui permet justement de reprendre un peu les épisodes un, 2, 3 et les condenser pour justement vendre le produit. Mais en termes général, voilà, c'est que de la répétition. Personnellement, j'aime pas trop parce que quand tu lis justement l'épisode zéro et ensuite ainsi de suite, quand vous allez lire l'épisode un, 2, 3 et que vous voyez que c'était à peu près la même chose que dans l'épisode zéro, ça gâche un peu la surprise. Donc, personnellement, je préfère prendre une approche un peu plus classique et commencer dès le début sans teaser l'histoire. Voilà. OK. Quelles sont les différences notables entre les versions de Clip Studio Paint pour un dessinateur de webcomic?
Bah, vraiment, c'est vraiment le gain de temps. Là, j'ai couvert quelques outils, je crois 3-4 outils assez puissants dans Clip Studio Paint. Et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis passé de 2 cases par jour à 6 à 10, ce qui est vraiment un gain de temps énorme. Et si vous parlez par exemple, de différentes versions de Clip Studio Paint, honnêtement, je ne vois pas vraiment la différence, si ce n'est que dans Clip Studio Paint X, vous avez des notions d'animation ou même de 3D qui est beaucoup plus approfondie. J'ai pas eu la chance encore de les utiliser, mais voilà, des amis qui m'en ont parlé, ça me paraît un peu plus poussé à ce niveau-là, surtout pour des animateurs. Oui, aussi, la version X a une fonction pour créer des histoires pour les bandes dessinées. Pas plutôt pour les webtoons, mais plutôt pour les bandes dessinées. Alors, pour ceux qui ont travaillé avec des éditeurs, ça sera un petit peu plus avancé. Ah OK. Donc avec la version X, on peut faire un format classique finalement? Un format classé, exactement. Ah OK, Du début jusqu'à la fin. OK. OK. L'autre question, c'est que est-ce qu'un webtoon est toujours une création solo d'un artiste ou des collaborations, des studios peuvent en faire Ah oui, non, aussi? pas du tout. Ah, moi, je me suis lancé dans la création de BD parce que justement, c'était, une manière de raconter une histoire, mais de travailler tout seul. Mais vous voyez aujourd'hui qu'il y a énormément d'initiatives où, des artistes vont collaborer justement avec des scénaristes ou des coloristes et cetera pour justement alléger la charge de travail. Si on reprend les standards de Webtoon, ils demandent à peu près de 50 à 80 pages, 80 cases par semaine. Donc c'est une charge de travail assez élevée et si vous êtes tout seul, ça peut, mentalement et physiquement, vous peser et avoir une team assez complète de coloristes, d'encreurs, de storyboarders et cetera. Ça permet justement d'alléger énormément cette charge de travail. OK. Combien de temps mettez-vous pour produire un épisode en général? Heu, Ça dépend. Quand j'avais participé au concours, américaine, de Webtoon, j'ai dû sortir un épisode tous les 2 semaines, je crois et chaque épisode avait à peu près, heu, 30, 40 voire 50 cases. Donc le rythme habituel, normalement, c'est 60 cases par semaine, mais pour moi, personnellement, je fais à peu près, 30 voire 40 cases, par semaine. OK, merci. Euh, pour les débutants, est-ce que vous avez des renseignements s'ils sont tout à fait nouveaux euh, comme artistes? Ah donc vraiment des débutants pour commencer le dessin, c'est ça? C'est ça, oui. Heu, Est-ce qu'ils devraient Honnêtement, prendre des c'est pour formations en oui, ouais. ligne ou quelque chose comme ça? Bah, j'ai commencé en autodidacte, j'ai pas eu forcément de formation ou quoi que ce soit, mais voilà, j'ai appris, à travers le dessin, mais ce qui m'a beaucoup aidé, pour m'améliorer, c'est justement être, actif dans des communautés artistiques, que ce soit dans des forums à l'époque, en 2010 ou aujourd'hui avec Discord où il y a énormément de communautés artistiques qui vous permet justement d'être en contact avec différents artistes de différents niveaux, qui va vous donner des retours, pertinents sur comment vous améliorer. Donc être entouré d'un entourage, artistique, vous êtes vraiment à progresser dans le dessin. Même si vous venez juste de commencer, au bout d'un an, vous allez voir que, vous allez énormément progresser si, vous pratiquez tous les jours avec les retours, des autres, artistes. OK, merci. Est-ce que Clip Studio Paint est dur à apprendre en même temps qu'on vient d'autres logiciels comme Photoshop ou Painter? Bah, comme dit tout à l'heure, ça fait à peu près 8 ans que j'utilise, Photoshop et c'est vers, 2018 que j'ai fait la transition sur Clip Studio Paint. Les débuts sont un peu, on va dire, un peu compliqués parce que, on va dire sur Photoshop, l'utilisation des brosses est, assez simple. Tandis qu'ici, quand vous regardez, justement la mise en page, il y a énormément de catégories de
de brosse, mais au bout de, on va dire, une semaine, une fois que vous avez compris la raison pourquoi ces outils sont là, vous allez vite vous adapter à Clip Studio Paint. OK, on a quelques autres questions et on finira la présentation. Ok. Quel type de tablette graphique utilisez-vous? Ah, j'utilise une Wacom 13 HD, c'est une ancienne version de 2014. Et au tout début, j'utilisais une Intuos S, donc c'est vraiment un vrai ancien modèle. Voilà, peu importe le modèle de Wacom, ça fonctionne, quoi. Il n'y a pas de prise de risque au niveau de qualité. OK. Et la dernière question, c'est que est-ce que vous avez d'autres suggestions pour s'améliorer comme un artiste? Euh, Bah, de manière générale, faut pas avoir peur de prendre des risques, de sortir de sa zone de confort, parce que rapidement, quand on dessine, quand on trouve justement cette zone de confort où on est très fort, où on reçoit justement du succès sur internet et tout, on reste souvent cantonné à la même chose. Mais justement pour s'améliorer, il faut, heu, sortir de la zone de confort et heu et s'améliorer comme ça. OK, merci beaucoup. Et on arrive à la fin de la présentation. Merci encore de votre présence aujourd'hui et aussi à vous, Olivier. C'était une excellente présentation. J'ai beaucoup appris. Mmh. Merci, ça fait plaisir. Et s'il vous plaît, à tout le monde, consultez notre site web ci-dessous où vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Clip Studio Paint. Et en plus, l'enregistrement de cette session sera partagé sur notre chaîne vidéo YouTube à Celsius Web et aussi à Graphicsly. Pour obtenir plus de renseignements sur notre présentateur, Olivier Viravong, s'il vous plaît, consultez ses réseaux sociaux que vous voyez ici. Merci Olivier et à Merci, bientôt. à bientôt.